Une petite fille tira sur la manche d'un soldat et murmura « Monsieur, ma maman ne peut plus respirer ». Sept mots simples, mais ils firent sursauter le soldat comme si une bombe avait explosé. Et ce qu'il vit derrière cette porte laissa toute la ville dans un silence de stupeur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit de petits pas martelant le chemin de terre sec et caillouteux résonna dans le calme du petit matin. Thorne Bennett leva les yeux du parterre de fleurs de son jardin. Le tuyau d'arrosage continuait de vaporiser les marguerites sauvages violettes, mais son regard s'était tourné vers la clôture basse qui séparait les deux terrains sur la pente. Au-delà, une petite fille courait vers lui, les bras croisés, comme si elle tenait quelque chose de précieux contre elle. Ses cheveux volaient au vent et ses sandales en plastique claquaient maladroitement contre ses chevilles. « Monsieur, ma maman ne peut plus respirer. » Les mots n'étaient pas forts, elle ne hurlait pas, mais ils le frappèrent en plein cœur. Thorne se figea. Son entraînement l'incita à faire une pause d'une seconde, ses yeux se plissèrent, scannant les deux côtés de la colline. Personne d'autre, aucun bruit, aucun signe immédiat de danger. La petite fille, menue, décoiffée, avec des sandales dépareillées, le regardait. Elle ne pleurait pas, ne paniquait pas. Elle parlait simplement avec toute la force qui lui restait. Une alarme silencieuse se déclencha dans son esprit. C'était une zone reculée, il était un étranger. Des situations comme celle-ci ne figuraient dans aucun scénario d'entraînement standard, mais les yeux de la petite fille ne mentaient pas. Il n'y avait que du désespoir, de l'urgence et une fissure dans sa voix qui ne pouvait être feinte. Il n'y avait aucun bruit d'eau, aucun ventilateur. La cuisine était faiblement éclairée par un halo de lumière qui filtrait à travers une fenêtre poussiéreuse. Mae Hartley gisait sur le sol, un bras reposant sur le pied d'une chaise, son corps penché sur le côté. De longs cheveux noirs s'étalaient sur le plancher de bois. Son visage était d'une pâleur fantomatique, son menton tressaillait légèrement alors qu'elle essayait d'aspirer de l'air qui ne venait pas. Sur la table, une tranche de pain grillé brûlé et noirci, et la moitié d'une autre toujours dans le grille-pain d'où s'échappaient des volutes de fumée. À côté, une feuille de papier griffonnée au crayon, « Joyeux anniversaire maman ». Thorne se laissa tomber à genoux à côté d'elle. Il ne l'appela pas par son nom, il se contenta de vérifier son pouls, faible, lent, irrégulier. Ses yeux, ceux d'un soldat qui avait survécu à plus d'une évacuation, n'avaient pas besoin de poser de questions. « Elle a dû s'arrêter et repartir », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Il sortit son téléphone et composa le 9-1-1. Une femme inconsciente, son visage devient bleu, sa respiration est superficielle et irrégulière. L'adresse est 14, Deer Hill Road, Red Willow. Le répartiteur demanda plus de détails, calme et professionnel, mais il répondit lentement, l'intervention pourrait être retardée, c'est une zone de colline isolée, il n'y a pas de caserne à proximité. Thorne regarda Mae une fraction de seconde, puis se leva. Je l'emmène moi-même. Il la souleva dans ses bras. Elle était étonnamment légère, comme si elle avait vécu le mois dernier à coups de café froid et d'anxiété. Ses pieds nus pendaient, les ongles abîmés. Elle portait un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement ample. Pas de vêtements de rechange, pas de valise, aucun signe qu'elle était prête pour un malaise comme celui-ci. Suri se tenait silencieusement près du réfrigérateur. Elle ne pleurait pas, ne hurlait pas. Elle serrait simplement un ours en peluche usé, dont l'une des oreilles était abîmée, et fixait la main de sa mère qui pendait. Dans le camion, dit Thorne, sans crier, sans donner d'ordre, juste de l'urgence dans la voix. Il guida Suri hors de la maison et ouvrit la portière du vieux pick-up garé sous l'auvent. La banquette arrière était à peine assez grande pour un enfant. Il installa Mae sur le siège passager, soulevant doucement son menton pour dégager ses voies respiratoires. Puis il attacha la ceinture de sécurité et plaça une veste pliée derrière sa tête en guise de coussin. Suri s'installa à l'arrière, serrant toujours sa peluche. Ses yeux restèrent grands ouverts, rivés sur la nuque de sa mère à travers l'étroit espace entre les sièges avant. Elle ne posa pas une seule question, ne dit rien du tout, mais le silence n'était pas vide. Il avait une forme, la forme de la peur, bien trop familière pour une enfant de 7 ans. Le camion démarra. Thorne appuya sur l'accélérateur, les pneus crissant sur le gravier. Le chemin de terre jusqu'à la ville prenait généralement plus de 10 minutes, mais il savait qu'il devait arriver à l'hôpital en moins de temps que cela. « Ne t'endors pas, reste avec moi », murmura-t-il, la regardant encore et encore. Son pouls était toujours faible, mais elle respirait. Dehors, le soleil commençait à se lever. Sa lumière n'avait pas encore atteint le sommet des collines, mais l'ombre du camion s'étirait longuement sur le sol sec.
Sur la banquette arrière, Suri ne parlait toujours pas, mais pendant un bref instant, elle leva la main et toucha la vitre poussiéreuse, traçant quelque chose avec son petit doigt, laissant une légère trace dans la saleté. Thorne le remarqua, mais il ne se retourna pas. Et il ne pouvait pas savoir que ce qui allait suivre le laisserait complètement brisé. Le vieux camion gémissait à chaque secousse alors qu'il gravissait le chemin de terre sinueux menant à l'autoroute. Des branches de pin éraflaient le pare-brise. Le vent du petit matin était froid et sec, s'engouffrant par la vitre fissurée avec l'odeur d'herbe humide et de vieille fumée de bois. Thorne serrait le volant, les yeux rivés sur la route. À côté de lui, Suri était recroquevillé, serrant un ours en peluche usé, son regard fixé sur le siège arrière où sa mère était allongée. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Mae était toujours immobile, son corps replié, comme si le froid s'était infiltré profondément dans ses os. La mince couverture que Thorne avait posée sur elle n'était pas suffisante. Lorsque le camion cahota sur un nid de poule, un léger souffle rauque s'échappa de la gorge de Mae, tremblant et brisé. Suri tressaillit mais ne pleura pas. Elle se pencha simplement plus près, les yeux grands ouverts, sa petite main serrant le bord du siège. Ce regard, si silencieux et pourtant si perçant, ramena Thorne à quelque chose qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années. « Ça va » demanda-t-il, d'une voix basse. La petite fille hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais sa mère. Son silence avait un poids, aussi mince qu'un fil, mais tendu à l'extrême dans l'espace exigu du camion. Thorne se retourna vers la route. 13 ans plus tôt, il avait conduit sur une route similaire, au milieu de la nuit, dans un autre état. Mais cette fois-là, c'était avec des mains tremblantes. On l'avait appelé trop tard. Bien trop tard. Sa femme, elle s'était effondrée dans le jardin alors qu'elle arrosait les plantes. Personne ne l'avait trouvée à temps. Sa fille Sophie, qui n'avait alors que 8 ans, était restée assise à côté du corps de sa mère jusqu'au lever du soleil. Pas de pleurs, pas de cris, juste serrant sa main, comme si elle attendait que quelque chose revienne. Thorne serra plus fort le volant, ses doigts blanchissant sous l'effort. Il n'était pas rentré à temps. Au moment où il était arrivé, il n'y avait plus que des funérailles. Et Sophie, de petite fille rayonnante, avait sombré dans le silence. 6 mois plus tard, les médecins avaient diagnostiqué une leucémie. Et une fois de plus, c'était Thorne qui se tenait dans le couloir d'un hôpital impuissant, signant des papiers de traitement pendant que la seule enfant qui lui restait se battait pour respirer contre les produits chimiques et les machines. Il n'avait tenu personne dans ses bras depuis, pas une seule âme, après avoir quitté l'armée 5 ans plus tôt. Thorne avait choisi de disparaître à Red Willow, une petite ville tranquille, juste assez tranquille pour que les hommes brisés par la guerre apprennent à respirer à nouveau. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose de vieux en lui avait surgi. L'instinct s'était réveillé. Il avait soulevé cette femme inconsciente dans ses bras comme si son poids était la dernière chose qui maintenait les restes brisés de sa vie. Il regarda à nouveau dans le rétroviseur. Mae respirait toujours faiblement. Suri continuait de regarder, ses yeux fixés, comme ceux de Sophie, il y a toutes ces années. Cette fois, murmura-t-il, je ne peux pas être en retard. L'hôpital apparut au bout de la route, petit et isolé, comme la plupart des cliniques de montagne. Alors que Thorne freinait devant l'entrée des urgences, le personnel médical poussait déjà un brancard. Ils ouvrirent la portière et y transférèrent Mae. Depuis combien de temps est-elle inconsciente ? Demanda une infirmière d'urgence. Environ 20 minutes, ses lèvres sont devenues bleues, sa respiration est laborieuse, répondit Thorne rapidement, restant près d'elle. Suri ne sortit pas tout de suite. Elle resta assise dans la voiture, les bras serrés autour de son ours en peluche, le dos droit. Thorne ouvrit la portière passager et se baissa pour la regarder dans les yeux. « Suri, tu veux aller voir ta maman ?» La petite fille cligna des yeux, son regard quittant le visage de sa mère pour la première fois. Elle le regarda, puis demanda d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, « Est-ce qu'ils vont crier sur ma maman, là-dedans ?» La question glaça Thorne. Non pas parce qu'elle était enfantine, mais parce qu'elle en révélait trop. Il secoua doucement la tête, d'une voix basse. « Non, ma puce, ils ne sont là que pour l'aider. Personne ne fera de mal à ta maman. » Suri continua de le regarder pendant un long moment, puis finit par hocher la tête. Il prit sa petite main dans la sienne et la conduisit à l'intérieur. Thorne posa une main ferme sur l'épaule de la petite fille pour l'aider à garder l'équilibre alors qu'il franchissait les portes vitrées des urgences. L'hôpital brillait d'une clarté stérile, l'odeur âcre d'antiseptique se mêlant au silence pesant propre au lieu où les gens luttaient à la lisière de la vie et de la mort. Une jeune infirmière emmena rapidement Mae aux soins intensifs, tandis que Thorne et Suri étaient conduits vers une rangée de chaises pliantes près de la zone d'admission.
Les chaises étaient dures, les lumières au-dessus étaient dures et blanches. Le plafond s'étirait haut et chaque bruit semblait se dissoudre dans l'air. Thorn s'assit le premier, les mains jointes, les coudes sur les genoux. À côté de lui, Suri ne dit rien. Elle serrait son ours en peluche contre sa poitrine, la tête légèrement baissée, les pieds ne touchant pas le sol. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers la porte des soins intensifs, puis baissait à nouveau les yeux, comme si elle gardait une promesse tacite. Une infirmière s'arrêta, se penchant pour lui parler d'une voix douce. « Voudrais-tu aller dans la salle des enfants? Il y a des bandes dessinées, des jouets ?» Suri secoua la tête, ses yeux ne quittant jamais la porte des soins intensifs. « Je ne veux pas partir. Si ma maman se réveille et ne me voit pas, elle aura peur. » L'infirmière s'interrompit, puis hocha la tête et s'éloigna silencieusement. Thorn la regarda à nouveau. Son silence ressemblait à de la terre sèche, apparemment stérile, mais cachant des choses bien au-delà de son âge. « Toi et ta maman, vous prenez le petit déjeuner ensemble, d'habitude ?» demanda-t-il, d'une voix basse et calme. Suri hocha la tête, puis la secoua. « On le faisait avant. Maman faisait des beignets avec des pépites de sucre. Mais ces derniers temps, elle ne mange que du pain. Elle a souvent des douleurs à la poitrine, alors elle dort plus. Est-ce que quelqu'un aide ta maman ?» La petite fille baissa les yeux, ses doigts agrippant la patte de l'ours. Notre voisin lui a prêté un chauffage quand il faisait froid, mais il est parti. Thorn regarda ses petites épaules. Ses réponses étaient trop concises, trop composées, comme si elle avait déjà appris à filtrer ce qu'il était prudent de dire. « Où as-tu appris à lire ?» Suri leva les yeux. Maman écrivait des mots sur du papier d'emballage et m'apprenait à les déchiffrer un par un. Et les vieux livres, les gens les jettent dans la benne derrière l'épicerie. Maman a dit que je ne devais pas prendre les choses qu'on jetait, mais je les lisais juste. Je n'ai rien pris. Sa voix ne portait aucune honte. Au contraire, elle était ferme, étrangement solide, comme si elle s'était expliquée de nombreuses fois auparavant et avait appris à ne pas broncher en le faisant. Thorn ne répondit pas. Il resta simplement assis, la regardant tranquillement, et pendant un instant, il réalisa que ce n'était pas la pitié qui fixait ses yeux sur la petite fille. C'était autre chose. Une force tranquille en elle, quelque chose qui lui rappelait Sophie. Et d'une certaine manière, quelque chose qui faisait disparaître, ne serait-ce qu'un peu, le vide des 13 dernières années. Il s'adossa à sa chaise et expira lentement. Un doux bruissement de tissu brisa le silence alors que Suri bougeait légèrement sur le banc. L'ours en peluche qu'elle serrait tomba sur le côté, révélant une couture qui s'était défaite. Le coin d'un bout de papier dépassait du ventre de l'ours. Thorn ne bougea pas. Il se contenta de pointer doucement du doigt. « C'est quoi ?» Suri baissa les yeux, puis sortit un petit bout de papier plié en 4. Elle l'ouvrit, hésita, puis le tendit à Thorn. Le papier était froissé, mais l'écriture au crayon était encore claire. « Si maman ne se réveille pas, j'appellerai le soldat parce qu'il est comme maman, triste mais il ne crie pas. » Thorn finit de lire, puis leva les yeux. Suri le regardait, pas avec suspicion, pas avec attente, juste elle le regardait. Et dans ce regard silencieux, il comprit. Quelque part au fond d'elle, elle avait déjà fait un choix. Non pas parce qu'il était le seul adulte présent ce matin-là, mais parce que, dès l'instant où leurs regards s'étaient croisés, elle avait vu quelque chose en lui. Comme si la tristesse pouvait se reconnaître chez quelqu'un d'autre. Thorn plia la note et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il ne posa pas d'autres questions. Il dit juste, doucement, assez pour qu'une enfant, qui se préparait de tout son esprit à entendre et à croire, l'entende, « Je resterai jusqu'à ce que ta maman ouvre les yeux. » Thorn plia le petit bout de papier et le rangea soigneusement dans la poche intérieure de sa veste. Suri ne demanda rien d'autre. Elle se contenta de fixer la porte des soins intensifs, serrant toujours son ours en peluche. Près de 10 minutes s'écoulèrent. Personne de l'hôpital ne revint avec des nouvelles. Tout à l'extérieur de la salle d'urgence semblait figé, jusqu'à ce qu'une femme en tailleur gris s'approche. Son badge indiquait Darla Keane, assistante sociale. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix égale. On m'a confié le dossier de cette petite fille. » Thorn se leva par instinct. Sa mère est toujours aux soins intensifs. Oui. Et selon le protocole, un mineur ne peut pas rester dans la zone des soins intensifs sans la présence d'un tuteur légal. Darla se tourna vers Suri. Tu vas être emmené dans la salle d'attente des enfants, et ensuite nous travaillerons à te trouver un foyer d'accueil approprié. Suri ne bougea pas. Elle fit juste un pas en arrière, serrant plus fort son ours en peluche. Thorn s'interposa, d'une voix calme. Je vais rester avec elle.
Je suis prêt à signer en tant que tuteur temporaire. Darla fronça légèrement les sourcils. Quel est votre lien avec l'enfant? La question coupa comme une fine lame, tranchant le lien fragile qui commençait à se former. Thorne se tint droit et répondit sans hésiter. Je suis un voisin. C'est moi qui ai emmené sa mère ce matin. Darla hocha la tête, tapant quelque chose sur sa tablette. Vous n'êtes pas un parent. Pas de lien de sang, pas de droit de garde. Cela signifie que, selon la loi de l'État, vous ne pouvez pas garder la garde de l'enfant. Elle fit une pause, son ton était ferme mais pas méchant. Je comprends que c'est une situation difficile pour vous trois, mais je suis lié par la procédure. Elle se tourna vers Suri et parla doucement. Ma chérie, je vais te conduire dans un endroit sûr pour le moment. Tu auras ton propre lit, des repas chauds et du personnel pour s'occuper de toi. Non, murmura Suri, d'une voix calme et claire. Je ne veux pas quitter ma maman. Tu ne seras parti que pour un petit moment. Ta mère a besoin de paix et de repos pour se rétablir. Suri ne résista pas, elle ne pleura pas, mais Thorne le vit clairement, la façon dont tout son petit corps se tendit, comme un fil trop étiré. L'enfant ne dit rien de plus. Elle resta là, les pieds plantés au sol, comme si elle essayait de pousser des racines. Thorne se tourna vers Darla. Il n'y a pas d'autre solution? Non. Si vous voulez devenir son tuteur, vous aurez besoin de documents officiels, d'une évaluation, d'une approbation. Tout un processus qui prend quelques semaines. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit légal de la garder. Thorne serra les poings. Dans son esprit, la vieille scène revint, quand on lui avait dit quelque chose de similaire alors qu'il essayait d'obtenir la permission d'assister aux funérailles de sa fille. Trop tard. Le système n'écoute pas le cœur, il écoute les papiers. Il baissa légèrement la tête, d'une voix basse. Alors je veux y aller avec elle. Je veux m'assurer qu'elle arrive au bon endroit. Darla le regarda un instant. Vous pouvez l'accompagner au centre, mais vous ne serez pas autorisé à rester. Elle sortit un formulaire et commença à lire à haute voix. Ceci est le document officiel confirmant le transfert d'un mineur non accompagné et sans tuteur légal vers un service de garde temporaire. Son ton était plat, mécanique, sans émotion. Thorne n'entendait plus les mots. Ses yeux étaient fixés sur Suri. La peur avait disparu de son visage, remplacée par un vide creux, comme si ce n'était pas la première fois que des adultes lui assignaient un endroit où loger. « Pourrais-je avoir une minute ?» demanda-t-il. Darla s'interrompit, puis fit un petit signe de tête. Thorne sortit dans le couloir. Il sortit son téléphone, sa main tremblant légèrement. Il fit défiler son répertoire jusqu'à un numéro qu'il connaissait par cœur. Frank Talbert, Association des anciens combattants de Red Willow. La ligne sonna une fois, puis la voix de Frank se fit entendre. « Thorne, qu'est-ce qui se passe ?» Thorne serra plus fort le téléphone, regardant à travers la vitre où Suri se tenait, une petite silhouette immobile au milieu d'un long couloir vide. Il parla fermement, chaque mot clair, délibéré. « J'ai besoin d'un avocat d'urgence, et si tu connais quelqu'un qui a travaillé dans la défense de l'enfance, c'est encore mieux. » Frank ne posa pas de questions. Il dit une seule chose, « Donne-moi une minute. » Thorne raccrocha et se retourna. Pour la première fois depuis des années, il n'agissait pas par instinct. Il agissait par cœur. Et cette fois, il savait avec une certitude absolue qu'il ne laisserait aucun système prendre un enfant simplement parce qu'elle ne savait pas crier assez fort. Thorne posa son téléphone sur la table de conférence. Frank venait de confirmer que ses dossiers militaires avaient été livrés aux représentants du service social pendant la nuit. Mais il y avait une chose que Thorne savait bien, les papiers n'étaient qu'une partie de l'équation. Aujourd'hui, la seule chose qui pouvait vraiment changer la donne, c'était le sentiment d'un enfant. La réunion avait lieu dans un bureau du 3e étage de l'hôpital. Dans la pièce se trouvait le docteur Mallory, l'infirmière en chef Hélène, 2 représentants du service social et Thorne. Suri attendait sur un banc dans le couloir, serrant toujours son ours en peluche, comme toujours. Personne dans la pièce ne souriait. L'homme en costume marron, un représentant du service social, fut le premier à parler. « Monsieur Bennett, nous avons examiné les documents que vous avez soumis, vos dossiers de service militaire, une lettre d'identification du shérif Cole du comté de Red Willow et une évaluation psychologique du docteur Charlotte Ham, la spécialiste qui vous a traité après votre départ. » Cependant, il s'interrompit, regardant par-dessus le bord de ses lunettes, « Nous devons souligner qu'aucun de ces documents ne peut remplacer un lien biologique ou une ordonnance de tutelle légale. Nous ne pouvons pas créer de précédent. » Thorne ne l'interrompit pas. Il se contenta de hocher la tête. «
C'est alors que le docteur Mallory parla, sa voix calme et ferme. Je ne suis pas ici pour discuter de papier. Je suis ici parce que j'ai été le médecin traitant de la mère de l'enfant, Madame Mae Hartley. J'ai également observé l'enfant, Suri, depuis son admission. Il fit une pause, puis regarda chaque personne dans la pièce droit dans les yeux. L'enfant n'a pas peur de cet homme. Elle ne l'évite pas, ne panique pas. Au contraire, elle cherche le regard de M. Bennett chaque fois qu'une infirmière ou un membre du personnel s'approche, comme s'il était une encre. Et ce matin, lorsqu'elle s'est réveillée, la première personne qu'elle a demandé n'était pas sa mère. C'était lui. Un bref silence s'ensuivit. L'infirmière en chef Hélène ajouta, elle n'a pas montré de comportement perturbateur, pas de panique lorsqu'elle a quitté les soins intensifs, mais elle refuse de s'engager avec qui que ce soit d'autre que M. Bennett. L'équipe pédiatrique a noté que Suri n'a recommencé à manger que lorsqu'il était assis à proximité. La femme du service social feuilleta quelques pages. Sa voix n'était pas acérée, mais elle était ferme. Nous comprenons l'importance de la stabilité psychologique, mais la loi est la loi. Un tuteur temporaire doit être désigné par un tribunal. Les preuves émotionnelles, aussi admirables soient-elles, ne peuvent pas se substituer à cela. Thorne se pencha légèrement en avant. Je ne demande pas de l'adopter. Je demande simplement de garder l'enfant temporairement jusqu'à ce que sa mère se rétablisse. Vous n'avez aucune autorité légale pour garder l'enfant en dehors d'un établissement désigné. Si vous souhaitez faire appel, vous pouvez déposer une requête auprès du tribunal local. La porte de la pièce s'ouvrit. Un agent entra et conduisit doucement Suri à l'intérieur. L'une des oreilles de son ours en peluche ne tenait plus qu'à un fil. Les bottes qu'elle portait étaient les mêmes vieilles bottes en caoutchouc que la veille, toujours maculées de boue séchée. Elle entra lentement, ses petits pas presque silencieux sur le sol. Elle ne leva les yeux sur personne. « Quel est ton nom » demanda la femme. « Suri Hartley. »« Est-ce que tu vis actuellement avec ta mère ?»« Oui, maman. »« Et avant cela, avais-tu déjà rencontré cet homme ?» Suri hocha la tête. « Et qui est-il pour toi ?» La petite fille leva la tête et regarda Thorne. Pas de sourire, pas de peur, juste la vérité. Il arrose les fleurs près de notre maison quand ma maman a mal. Il ralentit. Te sens-tu en sécurité quand tu es avec lui ? Cette question dirigea tous les regards vers l'enfant. Suri ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux vers le sol, puis les releva. Une courte phrase, mais claire comme le jour. Je me sens paisible parce qu'il ne crie pas. Il regarde ma maman comme quelqu'un qui comprend sans avoir besoin de dire grand-chose. Personne ne prit de notes. Personne ne respira même bruyamment. Dehors, le soleil de midi projetait sa lumière à travers la vitre usée. À l'intérieur de la pièce, une seule chose persistait, un sentiment. Et le système n'avait jamais su comment le mesurer. Ce fut le premier instant, aux yeux de ceux qui portaient des badges, Thorne n'était plus un étranger. Il était la seule personne présente, non pas par devoir, mais parce qu'il avait choisi de rester. Thorne fit un petit signe de tête alors que Suri sortait de la salle de conférence. Elle serrait toujours l'ours en peluche usé et effiloché, mais la peur dans ses yeux s'était estompée. Elle paraissait plus calme, plus stable, comme si cette conversation, sa toute première occasion de parler, avait réveillé en elle une force tranquille qui n'avait jamais été autorisée à s'exprimer. Il la suivit dans le couloir de l'hôpital, gardant ses pas lents, maintenant une distance respectueuse. Pas trop près, mais assez proche pour qu'elle sente qu'il était toujours là. Une infirmière se précipita vers eux, un dossier à la main. Sa voix était douce mais urgente. Sa mère est réveillée. Toujours très faible, cependant. Thorne fit un léger signe de tête pour la remercier, puis se tourna vers Suri. Elle s'était arrêtée, les yeux grands ouverts, le regard fixé sur lui sans cligner des yeux. « Allons voir ta maman » dit-il doucement, pas un ordre. Suri hocha la tête, se rapprochant un peu, comme si le long couloir devant elle était le seul pont qui la ramenait à ce qui comptait le plus. Les soins intensifs sentaient l'antiseptique, mêlé à la froide respiration mécanique des ventilateurs au plafond. Mae était allongée sur le côté, un mince tube à oxygène fixé sur sa joue, les lèvres pâles, la peau aussi blanche que du papier. Mais ses yeux étaient ouverts et dans ses yeux, il y avait de la vie, faible mais présente. Il y avait de la mémoire, il y avait de la reconnaissance. Suri se précipita au chevet du lit sans un mot. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas. Elle grimpa simplement sur la chaise à côté de sa mère, posant une main tremblante sur le bras de Mae. C'était comme un ancien rituel qui revenait, un fil fragile qui liait deux âmes qui avaient failli se séparer.
Mae tendit lentement la main, frémissante, ses doigts se posant sur les mèches emmêlées des cheveux de sa fille. Ses lèvres bougèrent, les mots sortirent comme des volutes de fumée. « Je suis tellement désolé, ma puce. » Thorn se tenait sur le côté, sans interrompre. Il était silencieux, comme un mur solide soutenant la scène devant lui, une scène qu'il n'avait jamais eu la chance de voir 13 ans plus tôt, lorsque sa fille était partie sans un seul mot d'adieu. Mae tourna la tête vers lui, ses yeux encore vitreux à cause des médicaments et de l'épuisement. Sa voix était rauque. « J'aurais dû appeler à l'aide plus tôt. »« Tu t'es poussé aussi loin que n'importe qui aurait pu le faire, » répondit Thorn, sans reproche, sans consolation creuse, juste une reconnaissance tranquille pour une mère qui s'était battue seule. Le docteur Mallory entra, le dossier médical à la main. Elle ne mâcha pas ses mots. Insuffisance respiratoire aiguë due à une pneumonie non traitée. Hypoglycémie sévère. Si elle était arrivée quelques heures plus tard, nous n'aurions probablement pas pu la sauver. Mae ferma les yeux. Aucune larme ne coula, mais tout son corps sembla se dégonfler, un souffle sec s'échappant de ses lèvres. « Je n'ai pas d'assurance, j'ai perdu mon travail. Je pensais pouvoir tenir encore quelques jours, mais ce matin, je n'arrivais même plus à me lever. Et après ça, je ne me souviens de rien. » Suri resserra sa prise sur la main de sa mère. Thorn remonta doucement la couverture sur les épaules de Mae, avec l'intention de s'éloigner et de laisser un peu d'intimité à la mère et à la fille. Mais alors, toc, toc. La porte s'ouvrit. Personne n'eut le temps de parler, personne n'eut le temps d'arrêter ce qui allait arriver. Un homme entra, costume gris, cravate bleu marine, cheveux soigneusement peignés. Derrière lui, une femme en tenue de ville, portant une pochette de dossier noir. Les yeux de l'homme étaient perçants et froids. Pas en colère, pas gentil, juste contrôlé, calculé. Il marcha droit jusqu'au pied du lit, se tenant là comme s'il était le propriétaire légitime d'une maison, revenant pour récupérer ce qui lui appartenait. « Tu as l'air pire que ce à quoi je m'attendais, Mae, » dit-il, sa voix basse et régulière, mais froide comme du verre. Mae devint pâle, comme si le sang avait fui son visage. Ses lèvres formèrent à peine le mot « Silas ». Suri tressaillit instinctivement, tout son corps tremblant alors qu'elle serrait fort l'ours en peluche. Personne ne lui avait appris comment réagir. Son corps se souvenait tout seul. « Je suis le père biologique de l'enfant », continua Silas, ses yeux fixés sur Mae, ne regardant jamais la petite fille. « Je suis venu la prendre pour l'emmener dans un endroit plus stable. » Mae essaya de se redresser, mais Thorn posa doucement une main sur son épaule, la retenant. Elle expira avec difficulté, sa voix se fissurant comme une lame brisée. « Non, tu n'as pas le droit de l'emmener où que ce soit. » La femme qui accompagnait Silas ouvrit sa mallette. Un dossier épais était étalé sur la table à côté du lit. Monsieur Hartley a le certificat de naissance, les résultats de tests ADN et la confirmation légale de paternité. Il est également disposé à couvrir tous les frais médicaux si vous lui cédez la garde. Le silence s'épaissit dans la pièce. Suri ne dit rien. Personne ne dit rien. Tout se figea jusqu'à ce que Silas se penche soudainement. « Lâche ça, c'est inutile, » murmura-t-il, arrachant l'ours des bras de Suri. « Elle doit arrêter ses bêtises, » siffla-t-il. « Elle a 7 ans, pas un bébé. » Un doux bruit de déchirement se fit entendre. L'oreille de l'ours se détacha. Suri ne pleura pas, mais son corps se recroquevilla. Ses lèvres se serrèrent, ses dents mordant jusqu'à ce que sa bouche devienne rouge. Thorn s'avança, il n'était plus un simple spectateur. Il arracha l'ours des mains de l'homme, le serrant fort. « Ça suffit, » dit-il calmement, sa voix basse et froide comme une lame tirée sur de l'acier. « Sortez. » Silas leva les yeux, les plissant. « Et vous, qui diable êtes-vous » Thorn ne broncha pas, ses yeux ne vacillèrent pas. L'homme vers qui votre fille s'est tournée quand elle n'avait plus personne à qui faire confiance. Le seul qui n'a pas crié. Le seul qui s'est présenté. Mae s'effondra, non pas à cause de la maladie, mais en voyant l'homme qui avait partagé son lit traiter leur fille comme une chose jetable. Thorn se baissa et rendit l'ours en peluche à Suri. Il n'éleva pas la voix, il parla juste assez doucement pour qu'elle l'entende. Elle n'est plus seule. Ses yeux ne quittèrent jamais Silas. L'autre homme resserra sa prise sur sa mallette, retira sa main des documents et se retourna pour partir. Ses talons frappèrent le carrelage avec un rythme froid et creux. Son avocate le suivit, silencieuse comme l'air. La porte se referma derrière eux. La pièce ne contenait plus que 3 personnes. Pas de lien de sang, pas de liens légaux, mais ils étaient liés par autre chose, le choix de rester.
Et pour la première fois, sous la lumière vacillante du plafond de l'hôpital, une famille s'était formée sans avoir besoin de la moindre déclaration. Le lendemain matin, une lumière pâle se glissa à travers les rideaux de l'hôpital. Mae n'était plus inconsciente. Elle était réveillée, mais immobile, ses yeux fixant le plafond, secs et grands ouverts comme quelqu'un qui aurait pleuré toute la nuit sans verser une seule larme. Suri s'était endormie au bord du lit, sa petite main serrant toujours l'ourlet de la chemise de sa mère, comme si la lâcher, même une seconde, pouvait faire disparaître sa mère. Thorne se tenait dans le coin de la pièce. Il ne voulait pas les réveiller, mais un léger coup à la porte brisa le silence. Une infirmière entra et lui tendit une épaisse enveloppe scellée avec une languette rouge. « Convocation d'urgence au tribunal », murmura l'infirmière. Le demandeur est Silas Hartley. Mae l'entendit. Elle ne tourna pas la tête, mais ses doigts se recroquevillèrent comme si on les avait piqués avec une aiguille. Une minute plus tard, elle s'assit soudainement, arrachant la ligne 401 mots. Sa voix, quand elle se fit entendre, n'était qu'un souffle. Il l'a vraiment fait. Mae, vous ne comprenez pas? Elle le coupa, les yeux fixés sur lui. Quand je suis parti de cette maison, je pensais que je devais juste courir assez loin pour que, si je disparaissais, ils ne puissent pas la trouver. Je croyais que la loi protégerait ceux qui étaient blessés, mais maintenant je sais mieux. La loi protège les gens qui ont une adresse fixe, un compte en banque propre et un costume qui leur va. Sa voix brisa le silence blanc et stérile comme une lame. Suri se réveilla en sursaut et se tourna pour regarder, mais Mae ne tendit pas la main pour la réconforter. Elle resta assise, prit l'enveloppe de la main de Thorne et déplia lentement le document, ses doigts tremblants alors qu'elle lisait chaque mot en silence, jusqu'à ce qu'elle atteigne la dernière ligne. Le père demande la garde exclusive de Suri Hartley, citant l'état psychologique instable de la mère et l'absence de résidence permanente. Elle laissa échapper un rire amer, un rire mince et froid qui s'échappa de sa gorge, s'étirant un instant avant d'être étouffé, comme si quelqu'un l'avait saisi par le cou. « Pas de résidence fixe », répéta-t-elle en articulant chaque mot, parce que j'ai fui la maison même où le bruit des pas faisait trembler ma fille. Suri serra fort la main de sa mère, mais Mae la desserra doucement, non pas pour lui faire du mal, mais trop faible pour la retenir. « Je vais bien, » dit-elle à sa fille, bien que ses yeux restassent fixés sur Thorne. « Non, » répondit-il, « je ne vais pas bien. » Il s'assit en face d'elle. « Mae, nous pouvons prendre un avocat, nous pouvons ? » « On ne peut pas », elle se leva presque. « Je travaillais à la pige comme aide-comptable. Pas de contrat formel, pas d'assurance maladie. Je n'ai pas eu tous mes bilans de santé prénataux pendant la grossesse. Tu sais ce qu'ils vont écrire dans le rapport ? Instabilité économique, manque de préparation maternelle, risque de rechute de dépression postpartum. » Sa voix se brisa. Elle tourna son visage vers le mur. « Si je me présente au tribunal, je vais perdre mon enfant. » Thorne resta immobile, son cœur serré comme s'il était attaché par un fil invisible. Il était habitué à affronter des menaces claires, balles, fumée, ordre d'engagement. Mais ça, ce réseau de paperasse enveloppé dans un langage froid, ça ne faisait pas couler le sang, mais ça laissait les gens vivants comme s'ils étaient enterrés sous terre. « Vous ne serez pas seul, » dit-il doucement. Mae secoua la tête et pressa ses lèvres l'une contre l'autre. « Ne dis pas ça, à moins que tu ne veuilles vraiment t'engager dans ce combat. » Sa voix était ferme, pas amère, pas suppliante, juste la voix d'une femme bien trop habituée à être laissée pour compte. J'ai vu une fois une amie perdre son enfant juste parce qu'il manquait une ligne dans son dossier, mentalement stable. Je sais que la loi n'est pas fausse, mais elle ne croit pas les gens qui n'ont plus rien à prouver. Et cette fois, il ne lâcha pas. Cet après-midi-là, Thorne se rendit au bureau d'un vieil ami, l'avocat d'ancien combattant Rick Paget. Il lui remit le dossier médical complet de Mae, la certification d'urgence et le rapport d'observation psychologique du docteur Mallory. Mais après avoir parcouru les papiers, Rick secoua la tête. « Pas assez. »« Rick, » dit-il en le regardant dans les yeux, « si tu veux protéger la petite, tu devras prouver que vivre avec Silas représente une menace sérieuse pour sa santé physique ou mentale. Tu as été sur le champ de bataille avec moi. J'ai besoin d'une campagne maintenant. » Rick poussa un long soupir, mais hocha la tête. « Par où on commence ?» demanda Thorne. Rick ouvrit son ordinateur portable. Les images de vidéosurveillance de l'ancienne maison de Mae, si elles existent encore. Les déclarations des voisins, et surtout, le témoignage de Suri elle-même. Mais il faut qu'il soit recevable légalement, pas quelque chose griffonné sur une note et fourré dans un ours en peluche. Plus tard dans la journée, Thorne retourna dans la rue où Mae vivait.
La vieille maison en bois était de travers sur le flanc d'une colline, à près d'une heure de la ville. Le vent de fin d'après-midi balayait la clôture en fer rouillé, presque arrachée de ses gonds. La porte d'entrée était verrouillée, un avis était collé sur la fenêtre, propriété privée, interdiction de pénétrer. Thorne se tenait devant le portail, les yeux fixés sur la rangée de caméras de sécurité installées sous le bord du toit. C'était un modèle courant, autrefois utilisé dans l'armée. Enregistrement continu avec des données stockées pendant 3 mois maximum, sauf si elles étaient sauvegardées sur un système cloud. Il ne força pas la serrure, n'escalada pas la clôture. À la place, il sortit son téléphone et composa le numéro de Neil. « Neil, tu avais l'habitude d'entretenir des systèmes de sécurité dans la zone de Hollow Ridge, n'est-ce pas ? » ?»« Ouais, pourquoi ? » ?»« J'ai besoin de récupérer des images d'un ensemble de caméras IP au 14B Downslope. Modèle Hikvision IKIB non Yeti, disques durs externes dans une boîte de jonction montée sur le mur arrière. C'est chez ce Silas Hartley ? La voix de Neil se fit plus lente. Le mec m'a hurlé dessus pendant 1 heure une fois pour une connexion Wi-Fi interrompue. Il a même jeté une tasse à café contre le mur. Tu as toujours les identifiants de connexion du technicien ? Ouais. J'ai pas besoin que tu dises quoi que ce soit. J'ai juste besoin de 10 minutes d'image des périodes que je t'enverrai. Compris ? Donne-moi 2 heures. Thorne raccrocha. Il ne partit pas tout de suite. Il traversa le trottoir et s'assit sur le banc de l'arrêt de bus voisin. Pas de cigarette, pas de sommeil, juste il attendait. Le soir même, lorsque le disque dur lui fut remis, Thorne le ramena directement dans son garage. La porte se referma derrière lui. Une ampoule jaune suspendue éclairait la table de travail en bois au centre de la pièce. La même table où il réparait autrefois des fusils était maintenant le théâtre d'un autre genre de bataille. Il connecta le disque à son ordinateur portable. L'écran vacilla, puis commença à diffuser une série de clips vidéo silencieux en noir et blanc. Il les regarda image par image. Au début, c'était juste Mae qui se déplaçait lentement dans le jardin, mince et fragile, traînant un sac poubelle derrière elle. Suri, âgée de 6 ans à l'époque, était assise tranquillement sur les marches du porche, tenant un ours en peluche usé. Il avança rapidement, puis les images changèrent. Le portail en fer se ferma avec un bruit violent. Un homme entra, costume gris, grande taille, cheveux soigneusement peignés, Silas Hartley. Il ne criait pas, ne frappait pas, mais la porte se ferma avec assez de force pour faire trembler la caméra. Mae tressaillit, sa main se figea à son épaule. Suri se tenait derrière une colonne du porche, tout son corps se recroquevillant comme si elle voulait disparaître dans le bois. Elle ne pleurait pas, mais ses 2 mains serraient l'ourlet de la chemise de son ours, les doigts blanchis. Tout son corps tremblait. Aucun son, mais aucun n'était nécessaire. Thorne appuya sur pause. L'image se figea sur les yeux de l'enfant, grands ouverts, paralysé, incapable de regarder vers son père. Ce genre de peur n'avait pas besoin de mots. Il ne bougea pas, resta simplement assis, agrippant l'accoudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. À ce moment-là, il savait. Un père peut avoir un droit légal sur une maison, peut avoir de l'argent pour des avocats, mais une enfant avec des yeux comme ça méritait que quelqu'un se tienne à ses côtés. Non pas par pitié, mais parce que la justice ne devrait jamais être aveugle au silence. Cette nuit-là, lorsque Thorne retourna à l'hôpital, Mae dormait. Suri était assise à une petite table en train de dessiner. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Je peux te demander quelque chose ?» Suri hocha la tête. « Quand tu étais à l'ancienne maison, qu'est-ce que tu faisais d'habitude quand ton père rentrait à la maison ?» Elle ne leva pas les yeux. « J'allais dans le placard à balai. Il fait noir là-dedans, mais maman savait que j'étais à l'intérieur. » Thorne s'arrêta net. Il ne posa pas plus de questions. Sur la table à dessin se trouvait un croquis au crayon, un homme avec un ours en peluche sur son épaule, se tenant de manière protectrice au-dessus d'une femme allongée, tandis qu'une petite fille était assise sur le sol à côté d'eux. Aucun visage n'était montré, seulement des mains jointes. Il regarda le dessin et dit doucement, « Alors c'est par là que nous allons commencer. » Le ciel du mercredi matin était d'un gris lourd comme du plomb, comme s'il reflétait le poids sur le cœur de Mae. Elle était assise tranquillement sur un vieux banc en bois dans la zone d'attente au 2e étage du tribunal de la famille, ses mains serrant fermement son écharpe, les yeux fixés sur le sol. Suri était assise près d'elle, serrant son ours en peluche, sa tête reposant doucement sur l'épaule de sa mère. Thorne se tenait à quelques pas. Il n'était pas en uniforme aujourd'hui, juste une chemise bleu pâle, les manches retroussées, tenant une pochette de dossier mince dans sa main.
Mais il la sentait plus lourde que n'importe quel fusil qu'il avait jamais porté. Silas Hartley entra avec son avocat personnel, Blaine Tuckerman, un nom familier dans les batailles de divorce à enjeux élevés. Un costume gris anthracite, une démarche assurée. Silas jeta un coup d'œil à Mae sans une trace d'émotion, puis eut un sourire narquois lorsque ses yeux se posèrent sur Thorne. « Eh bien, ça c'est quelque chose. Tu as fait venir un ancien combattant pour récupérer ta fille, dit-il nonchalamment, juste assez fort pour que Suri baisse les yeux vers le sol. Thorne ne répondit pas, mais il ne détourna pas non plus le regard. C'était une audience à huis clos, pas de jury. Juste le juge en exercice, Diane Maddox, un représentant du service de protection de l'enfance, 2 avocats et les 3 adultes, Silas, Mae et Thorne. L'enfant n'était pas autorisé dans la salle principale. Suri attendait à l'extérieur avec une infirmière, derrière les portes en verre dépoli. Cette audience préliminaire pour la tutelle temporaire de la mineure Suri mais Hartley est maintenant ouverte, annonça clairement la voix de la secrétaire avant que l'avocat de Silas ne s'avance pour parler. Mon client a un revenu stable, est propriétaire de sa propre maison, n'a pas de casier judiciaire et partage un lien biologique clair avec l'enfant. Il souhaite protéger sa fille de l'environnement de vie actuel qui ne répond ni à ses besoins physiques ni à ses besoins émotionnels, d'autant plus que la mère a récemment été hospitalisée en raison d'un épuisement sévère et d'une insuffisance respiratoire. Diane Maddox fit un petit signe de tête, ses yeux se tournant vers Mae. L'avocate commise d'office de Mae se leva lentement, son hésitation évidente. Elle n'avait pas grand-chose à présenter à part les papiers de sortie d'hôpital de Mae et un rapport psychologique incomplet du docteur Mallory. Mae ne leva pas la tête. Elle ne leva les yeux que lorsque ce fut au tour de Thorne de parler. Il sortit un dossier de son sac. Il comprenait un rapport formel du docteur Mallory, une évaluation psychologique certifiée de l'enfant et enfin, une clé USB contenant des images vidéo du système de sécurité de la propre maison de Silas. « Je n'ai pas de statut légal, dit Thorne, mais j'ai une obligation morale et des preuves visuelles pour prouver que cet enfant court un risque sérieux de préjudice émotionnel si elle est rendue à cet homme. » Diane fronça les sourcils. « Et qui êtes-vous pour l'enfant » ? La seule personne devant qui elle ne tremble pas, répondit Thorne, d'une voix basse mais ferme. La vidéo fut diffusée. Pas de son, juste l'image de Suri se tenant silencieusement derrière un poteau en bois, sa petite silhouette se recroquevillant alors que Silas refermait la porte derrière lui. Mae baissa la tête. L'expression de Silas changea. Blaine intervint. Ces images ne prouvent pas la maltraitance. Thorne le regarda droit dans les yeux. Nous n'avons pas besoin de voir un homme frapper son enfant pour appeler cela de la maltraitance. Si un enfant de 6 ans tressaille à chaque fois que son père entre et que cela se reproduit encore et encore, c'est de la violence psychologique. L'avocat de Silas laissa échapper un rire moqueur. Et qui, à part cet homme qui n'a aucun lien de parenté, peut affirmer que l'enfant avait même peur? La porte du tribunal s'ouvrit. Le docteur Mallory, présent à la demande de Thorne, entra, tenant le dossier médical de Suri. Au cours des 48 premières heures d'hospitalisation, commença TL, la patiente pédiatrique a présenté des symptômes d'anxiété aiguë déclenchés par des hommes adultes inconnus, en particulier ceux qui avaient une corpulence similaire à celle de son père biologique. Elle fit une pause, puis ajouta, et il n'y avait qu'une seule personne vers qui l'enfant se tournait volontairement et tenait la main lorsqu'elle entrait dans la salle d'examen, Monsieur Thorne Reeves. Le silence. Le seul bruit était le léger tapotement du stylo du juge Maddox sur la table. Le tribunal n'accordera pas la garde permanente pour le moment, dit-elle finalement. Cependant, pour protéger le bien-être de l'enfant, le tribunal ordonne que Suri soit surveillée par un service social indépendant et qu'elle ne retourne pas temporairement à la garde de M. Silas Hartley tant qu'une évaluation psychologique complète n'est pas terminée. Silas se leva d'un bond. « Je suis son père. Je ne laisserai pas un étranger s'en mêler. » « Vous avez le droit de faire appel dans un délai de 7 jours, déclara froidement Diane, puis elle frappa son marteau. Jusqu'à ce que ce soit fait, vous n'êtes pas autorisé à avoir de contact non supervisé avec l'enfant. En quittant le tribunal, Mae ne dit rien. Le vent froid tirait sur ses cheveux. Suri s'accrochait fermement à la main de Thorne et ne la lâchait pas. Thorne regarda Silas marcher vers sa voiture, de grandes enjambées, le visage vide. Mais Thorne vit bien la fureur refoulée dans chaque pas, comme un animal sauvage refusant la défaite. Il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une bataille où la victoire n'appartiendrait pas aux plus riches, mais à celui qui refuserait de lâcher prise. En fin d'après-midi, les nuages pesaient lourdement sur le toit de l'hôpital,
comme s'il pouvait s'effondrer sur tout, pesant sur le cœur de Mae. Elle était assise silencieusement près du lit, les épaules enveloppées dans une mince couverture. Derrière la vitre dépolie, Suri se tenait sur le petit balcon. La petite fille regardait en bas dans le jardin, immobile, serrant un ours en peluche comme si c'était la seule chose qui restait dans son monde qui ne s'était pas effondrée. Thorne s'approcha et posa un carton de lait à côté d'elle. Suri ne le prit pas, elle ne tourna pas la tête, elle demanda simplement, doucement, « Est-ce que tu vas quitter ma maman ?» Thorne se figea. Une question simple en apparence, mais derrière, il y avait un passé pour lequel l'enfant n'avait pas encore trouvé les mots. « Non, dit-il, quoi qu'il arrive. » Ce n'est qu'alors que Suri tendit la main et prit le lait. Pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. Pas de tressaillement, pas de mur entre eux. Le lendemain, Suri fut emmenée pour un entretien privé avec le représentant du tribunal et une psychologue pour enfants. La pièce était peinte dans des tons pastels doux, des poupées en plastique étaient soigneusement rangées sur des étagères, mais aucune quantité de couleur ne pouvait masquer la tension sous-jacente dans l'air. « Quel est ton nom ?» demanda doucement la femme. « Suri Mae, » répondit la petite fille, serrant toujours fermement son ours. « Avec qui vis-tu ?»« Maman et Monsieur Thorne. »« Et ton père ?» Suri resta silencieuse pendant un long moment, puis d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Je ne me souviens pas clairement, mais je sais que je ne veux pas vivre avec lui. »« Pourquoi pas ?» Suri baissa la tête. Quand elle parla enfin, sa voix se brisa presque, mais chaque mot sortit fermement. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, ma maman ne disait rien. Elle restait assise et regardait le mur. Et j'allais dans le placard à balai avec mon ours, je fermais la porte et je faisais semblant d'être dans une autre maison. Personne ne l'interrompit. Suri continua comme si elle avait attendu très longtemps pour dire tout cela. Il ne m'a jamais frappé, mais il me regardait comme si j'étais une tache dans sa maison. Une fois, il a déchiré mon lapin en peluche et l'a jeté à la poubelle. Personne ne m'a cru. Maman m'a juste serré dans ses bras. Elle n'osait pas dire un mot. La psychologue sortit le dessin que Suri avait fait plus tôt. Sur l'image, la mère était allongée dans un lit d'hôpital avec un tube à oxygène, un homme en costume se tenait loin, une petite fille tenait la main d'un soldat sans visage. « Et c'est qui, ça ?» demanda la psychologue en pointant le soldat. Suri leva les yeux, le bord des yeux rougit. Puis elle répondit clairement, « Le premier qui est venu quand j'ai appelé et qui n'est pas parti quand il m'a vu tomber. » Le même après-midi, la déclaration enregistrée de Suri fut remise au juge Diane Maddox. Au même moment, Thorne reçut un appel du docteur Mallory. Suri m'a demandé de l'aider à écrire une lettre au tribunal. Elle a dit qu'elle voulait rester avec sa maman, et si possible, avec vous. Thorne serra plus fort le téléphone. À l'intérieur de lui, quelque chose changea doucement. Ce n'était pas de la pitié. C'était la douleur profonde de quelqu'un qui avait déjà perdu quelque chose, et qui, cette fois, était déterminé à ne plus le perdre. Au 17e étage d'un immeuble de verre du centre-ville, Silas Hartley était assis dans son bureau privé, dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky intact. Derrière la grande fenêtre, les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Son avocat personnel, Monroe Gill, examinait la demande de réouverture de la procédure de garde. « Êtes-vous sûr de vouloir toujours déposer une requête d'urgence ?» demanda Monroe, d'une voix lente. L'hôpital a confirmé que la mère se rétablit et la petite fille montre des signes de traumatisme émotionnel. Silas s'adossa à son fauteuil, les bras croisés, sa voix était ferme et froide. « Je sais. Alors pourquoi continuer ?» Monroe hésita. « Vous avez dit une fois que vous ne vouliez pas vraiment de l'enfant. » Silas eut un sourire court et sec, comme du papier déchiré. « Je ne veux pas de l'enfant, mais je ne vais pas la laisser échapper à mon contrôle. » Monroe fronça les sourcils. Silas regarda par la fenêtre, son ton baissant. Il parlait plus à lui-même qu'à quiconque. Quand Mae est partie, elle n'a pas seulement pris l'enfant. Elle a pris le droit de raconter l'histoire. Et maintenant, regardez, un ancien combattant sans importance se présente, les médias commencent à s'agiter et la gamine s'accroche à lui. Pendant ce temps, on me fait passer pour le père terrifiant, l'homme qui contrôle tout, simplement parce qu'elle a su exactement quand il fallait se taire. Il se retourna, sa voix s'aiguisant à chaque mot. Je ne laisse personne s'emparer du récit avec des larmes et de la pitié. Elle est partie sans prévenir, avec juste une note pathétique disant « Votre fille a peur de vous ». Et maintenant, mes amis, mes collègues, même ma propre mère, ont commencé à me regarder comme si j'étais une sorte d'agresseur, siffla-t-il entre ses dents. Je ne veux pas de Suri, mais je vais reprendre mon rôle dans la famille qu'elle a déchirée.
Monroe ne dit rien. Ce qu'il voyait maintenant n'était pas un père qui se battait pour la garde. C'était un homme qui avait perdu le contrôle et qui essayait de remodeler le monde autour de lui pour rester au centre. Silas se leva et marcha vers la fenêtre. La lumière se reflétait sur la vitre, fusionnant son reflet avec le paysage urbain derrière lui. Elle a choisi un soldat minable comme symbole de son sacrifice. Voyons combien de temps ça va durer. Je vais montrer au tribunal qui sait vraiment jouer selon les règles. Cette nuit-là, Thorne retourna à l'hôpital. Mae était assise, lisant ses dossiers médicaux. Elle les avait examinés attentivement, chaque chiffre, chaque marqueur. Elle savait que sa guérison prendrait du temps, mais il n'y avait plus de résignation dans ses yeux. Elle parla doucement, comme une expiration. J'ai recommencé à parler. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de m'effondrer. Thorne hocha la tête, s'asseyant à côté de son lit. Et je ne laisserai personne la faire taire, jamais plus. Quand la nuit tomba, Thorne retourna au garage. L'ordinateur était toujours allumé. L'écran était figé sur une image de Suri tressaillant alors que Silas entrait dans le jardin. Il s'assit, ouvrit un nouveau dossier et y écrivit le nom, préjudice psychologique documenté, Suri Monsieur Hartley. Cette fois, il n'agissait pas par réflexe, comme un soldat. Il lançait une campagne, silencieuse mais délibérée, avec un seul objectif, protéger l'enfant qui n'avait autrefois pas osé parler. La porte du tribunal s'ouvrit et la petite Suri sortit la première. Elle ne regarda pas autour d'elle, se contenta de tenir fermement la main de sa mère. Mae suivit, un peu plus lentement, mais la tête haute. Dans le couloir, Thorne se tenait immobile, le dos droit, un vieux manteau aux bords effilochés plié sur un bras. Personne ne dit un mot. Il n'y en avait pas besoin, car lorsque la juge rendit son verdict, tout avait été remis à sa juste place. La garde légale temporaire fut officiellement accordée à Mae, sous la supervision et le soutien d'une assistante sociale et de la communauté locale des anciens combattants. Quant à Silas, il fut sommé de se soumettre à une évaluation psychologique avant de se voir accorder des droits de visite, à la suite de la présentation des images vidéo et du témoignage du docteur Mallory. Il quitta la salle d'audience avant même que quiconque ne se lève. Il se contenta de se lever, de boutonner son manteau et de regarder Mae droit dans les yeux une dernière fois. Tu as gagné le tribunal, mais ne pense pas que tu m'as effacé de sa vie. Puis il se retourna et sortit, ne disant rien de plus. La porte se referma derrière lui, plus silencieuse que le vent. Cet après-midi-là, Mae était assise sur les marches du centre de ressources communautaires, le même endroit où, une semaine plus tôt, elle avait demandé discrètement des médicaments contre la douleur. Aujourd'hui, le gérant sortit et lui tendit personnellement une feuille de papier. Ce n'est pas grand-chose, mais nous avons besoin de quelqu'un pour aider à gérer le stock de la cuisine. Un travail simple, vous aurez des horaires fixes, une assurance et vous pourrez partir plus tôt si la petite fille a besoin de vous. Mae prit le papier, les mains tremblantes. Elle ne demanda pas le salaire, ni les tâches. Elle murmura simplement « Merci de croire en moi », avant que je ne puisse croire en moi-même à nouveau. Le soir, dans la petite maison de Thorne, Suri était allongée tranquillement, la tête appuyée contre l'extrémité du canapé où le coussin s'était ramolli avec le temps et l'usage. L'ours en peluche, toujours effiloché, un de ses yeux en bouton légèrement desserré, était doucement posé à côté d'elle, comme une petite sentinelle qui veillait. Le tissu doux de la couverture couvrait à peine ses jambes, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Ses yeux n'étaient pas endormis. Ils étaient immobiles. Dans la cuisine, le robinet coulait doucement. Mae se tenait près de l'évier, les mains sous l'eau. La lumière fluorescente au-dessus projetait une douce lueur ambrée dans la pièce. Elle ne toussait plus. Le râle qui résonnait autrefois dans la maison la nuit, saccadé, aigu, réveillant parfois Suri de son sommeil léger, avait disparu. De même que la tension qui s'était autrefois blottie dans chaque ombre. L'homme au pas lourd et au silence froid, il n'était pas là. Ni derrière une porte, ni en train de regarder, ni de revenir. Il n'y avait que le bruit de l'eau et la chaleur d'une maison qui commençait à respirer à nouveau. Thorne se tenait près de la cuisinière, les yeux sur la vieille bouilloire qui émettait un faible grincement métallique. Il ne se pressait pas. Il la remplit lentement, la posa, enclencha l'interrupteur. Puis il jeta un coup d'œil à la petite fille sur le canapé. « Je pars tôt au travail demain, » dit-il nonchalamment, ajustant la manche de sa veste, « mais je passerai dans l'après-midi. Il y aura des cookies aux noix de cajou qui vous attendront. » Elle hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. Ses doigts jouaient avec l'ourlet de la couverture. Puis, après un instant, sa voix brisa le calme. «
Douce, incertaine, mais claire, monsieur. Il s'arrêta en plein mouvement. Suri tourna son visage vers le dossier du canapé, hésita, puis se retourna lentement pour lui faire face. Ses yeux sombres, grands, incroyablement fatigués pour quelqu'un d'aussi petit, étaient rivés sur les siens. C'était la première fois qu'elle faisait ça. « Je sais que tout le monde ne reste pas quand ma maman tombe malade, dit-elle. Mais toi, tu es resté. » Il n'y avait pas de tremblement dans sa voix, pas de supplication, juste une vérité tranquille, prononcée par une enfant qui avait appris, bien trop jeune, à mesurer les gens par le fait qu'ils restaient ou disparaissaient. Thorn ne parla pas. Mais quelque chose changea en lui. Ses yeux s'adoucirent et il expira un peu, comme quelqu'un qui lâche quelque chose de trop lourd pour être porté seul. Et lorsqu'il se retourna vers la bouilloire, ses pas perdirent de leur poids. Ils devinrent plus doux, plus calmes, comme si ces mots avaient atteint l'intérieur de lui et recousu une vieille déchirure, quelque chose de déchiqueté, usé par des années de silence, de chagrin et de choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris pâle, avec un soupçon d'or qui se répandait de l'est. Suri se tenait près de la porte, nouant les cordons d'un petit sac en toile. Elle n'emportait pas grand-chose, une seule chose en fait, un vieux livre d'histoire en papier. Sa couverture était décolorée, ses coins pliés et tachés, mais Thorn l'avait réparé avec des bandes de ruban adhésif transparent. Il n'avait pas dit grand-chose en le faisant, il avait juste travaillé tranquillement à la table de la cuisine sous la lumière. Elle avait regardé et elle se souvenait. Ce livre avait été une fois des ordures. Elle l'avait trouvé il y a des semaines, à moitié enfoui dans une poubelle derrière l'ancienne station-service. Mais aujourd'hui, il lui semblait entier. Suri le glissa dans son sac et sortit. L'air d'automne était vif sur ses joues. Elle ne tenait pas la main de sa mère. Elle n'avait pas besoin d'être portée. Elle marchait simplement, ses petites chaussures craquant sur les feuilles mortes, jusqu'à ce qu'elle atteigne les portes de sa nouvelle école. Personne ne savait qui elle était. Personne ne savait ce qu'elle avait vécu. Et c'était, en ce moment, la meilleure chose au monde. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas la petite fille dont la maman était tombée malade. Elle n'était pas celle qui se cachait quand les cris commençaient. Elle était juste Suri. Et c'était suffisant. Parfois, un foyer commence par un câlin, une tasse de lait chaud, une personne qui choisit de ne pas partir. Personne ne recommence à zéro à partir de la perfection, mais certains choisissent de rester quand tout est encore brisé. Des gens comme Mae, comme Thorn, et comme une petite fille nommée Suri qui craignait autrefois même le bruit des pas, mais qui a eu aujourd'hui le courage de marcher dans la lumière sans avoir besoin de regarder en arrière. Un matin qui semblait comme un autre, une seule phrase d'une enfant de 7 ans a changé le cours de la vie d'un soldat. Tous les héros ne portent pas d'armure. Certains se contentent d'arroser leurs fleurs, de porter leurs souvenirs en silence, jusqu'à ce qu'une voix réveille l'amour encore vivant en eux. Ce n'est pas seulement une histoire de sauvetage. C'est la rencontre de deux vies blessées et un moment où la gentillesse offerte sans hésitation a ouvert la porte de l'espoir. Que pensez-vous du choix du soldat ? À ce moment-là, si c'était vous, seriez-vous prêt à ouvrir votre cœur quand un étranger frappe au moment le plus inattendu ? Merci d'avoir passé du temps ici. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? N'oubliez pas de boire de l'eau. Et si aujourd'hui a été difficile pour vous, rappelez-vous que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un câlin, un peu d'écoute ou un simple geste pour aider quelqu'un à sortir de son plus profond abîme. On se retrouve au prochain chapitre.